Bonjour à tous chers compatriotes, amis des questions-réponses, le magazine d'information, de débat sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Je suis Fabien Nvar-Kouswanika et je reçois pour vous Dr Jean-Jacques Mbungani. Il est donc le représentant du MLC au Benelux. Monsieur Mbungani, bonjour. Bonjour Fabien. Ça fait quand même un bon bout de temps. Eh bien, nous allons essayer un peu de parcourir l'actualité, beaucoup plus aussi celle de votre parti politique. Évidemment, quand on dit MLC, directement on pense à Jean-Pierre Bemba. Finalement, comment ça se passe au niveau de la Cour pénale internationale? D'entrée de jeu, c'est un grand plaisir d'abord d'être venu aujourd'hui en tant qu'invité pour parler de mon parti, du président de mon parti Jean-Pierre Bemba, et finalement parler de la RDC. Le procès, comme vous le savez, se poursuit à La Haye. Maintenant, c'est la phase où les témoins de la défense, donc les témoins à décharge, défilent devant la cour pour donner la vraie version des faits. Nous sommes au 19e témoin et je vous dis en tout cas, nous avons bon espoir. Les choses avancent tellement bien qu'on espère qu'à la date du 2 juillet, où passera le dernier témoin à décharge, qu'après, les juges pourront prendre la décision, la vraie décision et la bonne qui répondra à l'attente des nombreux milliers de membres du MLC et des Congolais. C'est la libération de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Ah, mais justement, très souvent, lorsqu'on parle de cette histoire-là au niveau du MLC, on sent un certain espoir, mais d'aucuns vous poseront la question, mais qu'est-ce qui justifie cet espoir? Est-ce que c'est le fait que les charges ont été requalifiées? Ou bien c'est simplement parce que les témoins défilent alors que voilà, on connaît aussi que quelque part le procureur ou la procureure parfois est dans une certaine mesure incisive par rapport à disons, des procès qui se déroulent pour le moment à la Cour pénale internationale. Non, mais il faut retenir que la charge de la poursuite revient au procureur et la défense de défendre leurs clients. Nous sommes confiants parce qu'il faut suivre l'évolution du procès pour se rendre compte qu'à 2 fois, le procureur a dû requalifier les charges. C'est quelque part un aveu de faiblesse parce qu'au départ, il faut que les gens retiennent que Jean-Pierre Bemba est poursuivi comme co-auteur avec le défunt président Patassé, ayant un plan criminel. Voilà, qui n'a jamais eu de mandat, qui n'a jamais été invité. Les deux étaient accusés comme co-auteurs parce qu'ils auraient fait un plan machiavélique, un plan criminel pour tuer les Centrafricains. Très vite dans l'évolution du procès, il a été clarifié que ce n'était pas possible. Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'était pas présent. Et on a requalifié pour une première fois sous le label que Jean-Pierre Bemba était le responsable militaire, le chef hiérarchique des éléments du MLC qui ont agi en République centrafricaine. Et face à cela, la défense a démontré que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être dans la chaîne de commandement militaire en République centrafricaine. Et en décembre, il a été demandé encore une fois au procureur de requalifier une deuxième fois. Et maintenant, Jean-Pierre Bemba est poursuivi dans l'hypothétique connaissance des faits. Il aurait dû être au courant, il aurait dû savoir que ces militaires commettaient des exactions. Donc, vous voyez que la teneur même de la charge a diminué. Voilà les raisons du grand espoir qui règne. Il faut rappeler que Jean-Pierre Bemba est poursuivi dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba mène la situation en République centrafricaine. Alors il s'est fait que c'est lui qui est parmi les plaignants, il faut le dire, dont la République centrafricaine par le président Bozizé de l'époque n'est plus là, donc Bozizé n'est plus président. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir une certaine incidence dans le procès de Jean-Pierre Bemba? Non, directement, ce n'est pas la préoccupation première de Jean-Pierre Bemba, ni de son conseil, ni de son parti d'ailleurs. Jean-Pierre Bemba est poursuivi à la demande du gouvernement centrafricain. Il y a eu un changement actuellement dans ce pays, mais comme je disais... Le principe de continuité de l'État. Voilà, c'est le procureur qui a la charge de la poursuite et nous affûtons nos réponses pour prouver à la face du monde et prouver à la Cour que Jean-Pierre Bemba n'est pas responsable des crimes qui se sont perpétrés en RCA d'octobre 2002 en mars 2003. On avait ouï dire qu'il y avait des témoins
Congolais haut placés qui devraient soit témoigner à charge ou à décharge contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Et en même temps aussi, ces témoins, semble-t-il, voulaient qu'ils le fassent de façon anonyme à partir de Kinshasa. Est-ce qu'ils ont déjà pu déposer leur témoignage? Bon, disons qu'il y a plusieurs personnes qui ont témoigné et à partir de Kinshasa, également à partir de la République centrafricaine, par vidéoconférence. Soit des personnes qui, pour des raisons de maladie, ou parce qu'ils n'ont pas pu avoir des passeports pour se déplacer, ou parce qu'ils ont refusé carrément de venir, ont préféré témoigner par vidéoconférence dans des locaux, en toute sécurité, par la Cour pénale internationale, garantie par la CPI. Il y a des personnalités congolaises qui ont témoigné, mais sous tout ça et sous le coup de l'anonymat, vu que le procès est en cours, on ne peut pas citer les noms des personnes qui ont témoigné, mais ça, c'est la charge. Mais vous les connaissez quand même? Ça, c'est le conseil qui précisera. Motus bouche cousue. Ok, voilà, nous sommes en train de recevoir pour vous Dr Jean-Jacques Mbungani. Je rappelle qu'il est donc le représentant du MLC au Benelux. Alors maintenant, la santé de Jean-Pierre Bemba, apparemment, à vous entendre parler, tout va bien. Au niveau du procès aussi, tout se passe bien, même s'il est encore détenu, mais vous avez l'espoir que peut-être d'ici fin de cette année. On espère. J'aimerais préciser que la santé de Jean-Pierre Bemba se porte très bien. D'ailleurs, il fait beaucoup de sport. Il s'est découvert une passion, celle de la peinture. Il peint. Ah oui, effectivement. Il peint. Qu'est-ce qu'il peint? Dites-nous. Ah, ben des œuvres, vous serez surpris. La surprise est réservée à la fin de la procédure judiciaire. Ah. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris le temps pour mûrir certains grands sujets qui concernent l'État, également la nature. D'autres disaient qu'il prenait aussi des cours de droit. Non, Jean-Pierre Bemba a fait des études en sciences économiques ici à Bruxelles, c'est connu de tous. Il a, en tout cas, passe son temps à la lecture, ce qui est vrai. Il s'est découvert la passion dont je viens de faire état, celle de la peinture, et il réfléchit beaucoup sur le devenir de notre nation. Nous devons retenir que son idéal n'est pas encore arrivé au bout. C'est finalement libérer le Congo, démocratiser réellement. C'est intéressant ce que vous dites, donc, c'est-à-dire qu'on ne serait pas surpris, peut-être qu'on prend l'hypothèse où il est libéré, que peut-être qu'on puisse assister à une exposition des peintures de Jean-Pierre Bemba à Bruxelles ou à Kinshasa. En tout cas, c'est lui-même qui est propriétaire de ses œuvres, qui décidera à sa sortie de ce qui en deviendra. Mais pour le moment, je vous informe que c'est une passion qui l'habite, et ceux qui ont eu la chance de voir certaines de ses œuvres, je vous dis, c'est un exploit. Un exploit. Alors voilà, peut-être comment on appelle, c'est un Da Vinci qui est né, hein, donc au niveau de la politique congolaise, ça n'arrive pas tous les jours. Alors Monsieur Khan a de la concurrence à se faire, hein, bon voilà, big coucou, au niveau de Kinshasa. Alors maintenant, à l'absence de Jean-Pierre Bemba Gombo, le parti, comment il se porte? Le parti va bien, le parti MLC est organisé. En absence de Jean-Pierre Bemba... Il va bien alors qu'il a été laminé Mais je m'explique. Nous avons un secrétaire général en la personne de Thomas Loaka qui dirige le parti en l'absence de Jean-Pierre Bemba. Il est secondé par 4 adjoints, secrétaires généraux adjoints, et accompagné des secrétaires nationaux au niveau de tout le pays. Moi-même, en face de vous, je suis le secrétaire national adjoint en charge du MLC extérieur. Celle qui vient avant moi... Et vous avez procédé à des mises en place, c'est donc ce qu'on a... Oui, les mises en place, en fait, c'est normal. C'est-à-dire que nous organisons le parti, c'est l'opportunité qui m'est offerte pour saluer au passage et féliciter la nouvelle équipe qu'on vient de mettre ici à Bruxelles au niveau du Benelux, en la personne de Marie-Louise Efekele et Jean-Louis Kabamba, qui sont les 2 vice-présidents qui vont animer les activités du parti ici au Benelux. Il faut savoir que finalement, la politique, on l'a fait pour le bien du peuple, mais il faut qu'il y ait une alternance. Il faut qu'au sein de nos propres équipes, nous puissions former suffisamment des jeunes qui vont demain défendre les valeurs du parti, de la République, aux yeux des compatriotes et du pays ami. C'est important à le souligner. Mais je disais justement, vous dites que le parti fonctionne très bien, alors le parti s'est fait laminer aux élections de 2011, bon, disons entre guillemets, hein, il faut le dire, parce que c'était la première force politique de l'opposition. Maintenant je pense que c'est la deuxième, si pas la troisième. Mais toute proportion gardée. En même temps, on annonce peut-être que les élections provinciales pourront encore être une catastrophe. Finalement, je ne sais pas comment vous essayez un peu de juguler toute cette situation. Toute proportion gardée,
le MLC était le premier parti d'opposition en 2006 et maintenant sans son leader. Il faut signaler que la plupart des forces politiques sont allées aux élections avec leur leader charismatique. Jean-Pierre Bemba étant incarcéré, le MLC est allé quand même amputé un peu orpheline. Du chef de famille. Ou orphelin en tant que mouvement. En tant que mouvement. Mais fort heureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes la deuxième force politique de l'opposition avec 22 élus. Donc, même si on a perdu des députés, des plumes en termes de nombre, en termes de qualité, le MLC n'a rien à envier à toute autre force politique de la nation. Nous sommes parmi les premiers partis politiques du pays et nous sommes la deuxième force politique de l'opposition et nous sommes consultés à tout point de vue. Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il y a une question qui m'a été soufflée à un moment? Comment avait-il vécu la candidature d'Adam Bombeolé? Comme trahison ou bien il a compris que voilà, en politique, la politique est dynamique, donc on n'est pas à l'abri de ce genre de situation? Mais c'est une très belle question parce que ça me permet de requalifier les choses. C'est pas l'état d'âme du président Jean-Pierre Bemba qui compte, c'est l'esprit du congrès du parti qui prime. Nous avons été au congrès du parti. Le congrès du parti en ce moment-là avait levé l'option que la seule personne pouvant représenter le MLC au niveau de la présidence de l'État, c'était la candidature de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba empêché, parce que vous devez savoir que Jean-Pierre Bemba a fait des démarches au niveau de la CPI pour venir s'enrôler et présenter sa candidature, cela n'a pu se faire. Ipso facto, le MLC n'avait plus de candidat et le bureau politique... Vous auriez quand même dû prévoir... Je termine. Le bureau politique avait levé l'option d'appuyer le candidat de l'opposition le mieux placé. Et donc, de fait, la candidature de M. Bombeolé tombait en contradiction à l'esprit du congrès du parti. C'est pour ça que tout ce qu'il y a eu en cascade, c'est la conséquence d'une désobéissance aux principes du parti. Et qui était le mieux placé au niveau de l'opposition, alors, à votre avis? Parce que là, vous ne citez personne. Mon avis le plus direct, c'était la candidature du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. D'ailleurs, je dois rappeler qu'il a été reçu à 2 reprises par le président Jean-Pierre Bemba à La Haye. C'était des signaux nécessaires pour faire comprendre à l'ensemble du peuple congolais que le changement était utile. D'ailleurs, point de besoin de le rappeler, je pense que l'opposition, en la personne de Tshisekedi, avait gagné les élections, mais la tricherie fortement organisée par Mulunda et ses acolytes ont permis à reconduire le chef de l'État là où il est. Maintenant, là, vous avez parlé au niveau de M. Bombeolé de la position au niveau du parti, mais je vous ai posé la question sur le ressenti de Jean-Pierre Bemba lui-même. Mais je vous ai dit que le ressenti de Jean-Pierre Bemba ne peut que suivre la ligne directrice du parti. Donc il n'était pas content. On ne peut pas être content, d'autant plus que le parti, au niveau du Congrès, a levé des options. Il y a une différence entre des considérations purement politiques et des considérations amicales, parce que quand même, Adam, c'est ami à Jean-Pierre. Non. En politique, c'est pas un groupe d'amis, c'est des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils ont un objectif et avec des principes à obéir. Et quand on ne respecte pas... Bien entendu, en posant la question, maintenant, on veut un peu savoir les relations entre les deux personnes. Non, ça, au niveau privé, je pense que ce n'est pas mon rôle de répondre de la qualité des relations entre deux personnes. Simplement, je constate que quand on est en dehors des principes, des statuts de notre parti, ben voilà, il y a un règlement d'ordre intérieur et les sanctions, plus que normales, s'appliquent à tout un chacun. Il n'a jamais démissionné du MLC, hein? Point de besoin de démissionner. Vous ne l'avez pas non plus exclu, on dirait. Non, M. Bombeolé, pour le moment, ne fait plus partie du MLC. Est-ce qu'il a été formellement exclu? Il y a eu une sanction au niveau du bureau politique à ce sujet. C'est pas clair. La sanction, quand on va à l'encontre des principes du parti, on est sanctionné, donc on quitte le parti. Voilà, merci M. Jean-Jacques Bungani, au moins ça a au moins le mérite d'être clair. Alors, au niveau de votre parti, il y a également les élections. Il nous semble que
la province de l'Équateur, c'est quand même l'une des provinces qui a connu beaucoup de problèmes. On dirait que là, la démocratie ne s'enracine pas tellement. Il y a eu M. José Makila qui a été défenestré. Maintenant, il y a... Ça, c'est son propre terme, hein, parce que une fois, je me souviens d'avoir reçu. Maintenant, il y a M. Baende qui est parti, ou qu'on a fait sauter d'une manière ou d'une autre. Et puis, voilà, on parle des élections. Est-ce que vous avez un candidat au niveau du MLC? Une option déjà a été levée sur une personne. On a appris qu'il y a M. Jean-Lucien Boussa qui était prétendant. Est-ce que c'est le cas? Vous avez déjà décidé? Est-ce que les présidents ont déjà décidé? Bon, d'abord, c'est bien parce que ça permet de rappeler le mode de fonctionnement ou des choix au sein de notre parti. La CENI avait publié son premier calendrier qui faisait état de la tenue des élections de gouverneurs de province, parce que comme Bainde a été, entre guillemets, chassé de son poste par son mentor Joseph Kabila, donc le poste de gouverneur étant vacant, tout parti politique concourt à cela. Et donc, les élections devaient se tenir le 27 mai. Maintenant, je vous informe que la CENI vient de revoir son calendrier. La date de dépôt de candidature est repoussée au 4 mai et les futures élections auront lieu le 7 juin prochain. Tout naturellement, deuxième force politique du pays et à l'Équateur, une des premières forces politiques, le MLC ne peut que présenter un candidat gouverneur. Et ce choix a été celui le choix du consensus autour de la personne de Jean-Lucien Boussa, qui est notre secrétaire général adjoint et chef de groupe parlementaire MLC. Donc, Jean-Pierre Bemba a donné son accord. Bien évidemment, Jean-Pierre Bemba suit l'avis de la majorité. Donc, candidat du MLC au gouvernement de la province de l'Équateur, c'est M. Jean-Lucien Boussa représentera les couleurs du MLC le 7 juin prochain pour essayer de décrocher le poste de gouverneur de province. On lui souhaite donc tout le bonheur du monde. Alors, effectivement. Ceci dit, il y a aussi certains faits au niveau de l'actualité. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a eu l'arrestation de gens de Bosco Ntaganda, on parle de la brigade d'intervention des Nations Unies à l'est de la République démocratique du Congo. Moi j'aime dire simplement, en République démocratique du Congo, on parle récemment des réfugiés rwandais à qui d'autres disent on veut donner la nationalité congolaise et ainsi de suite. Donc l'actualité est également dynamique, mais c'est comme si ici au niveau de la diaspora, le MLC a été un peu à fun. Non, pas du tout. Si vous suivez, le MLC publie régulièrement face à l'actualité des réactions. Si je dois commencer par la force d'intervention rapide, 3069 hommes en armes. En plus, pour sécuriser le territoire congolais, surtout à l'est, pour protéger les populations et aller finalement combattre les groupes rebelles ou combattre les forces négatives. Tout parti politique sérieux ne peut qu'applaudir. Ce qui est le cas du MLC. Nous sommes d'accord qu'une force d'intervention vienne pour diminuer le malheur des Congolais à l'Est. Parce qu'il faut que les gens le sachent, tous les jours, le lot de désolation ne fait que s'alourdir. Des crimes, des viols, même des enfants. J'ai toujours tendance à citer mon collègue, mon confrère, le docteur Mukwege, qui soigne les femmes victimes de viols. Et aujourd'hui, c'est le porte-parole de toutes ces femmes. Il faut, en passant, je le salue, encourager cet élan. Mais une force qui vient empêcher que cela ne puisse se perpétrer de nouveau, c'est à applaudir. Voilà. Donc, au niveau de la présence de ces forces, de cette force, nous sommes d'accord. Il faudrait simplement, c'est ça que nous cessons. Mais il y en a qui doutent. En fait, d'autres ont émis disons, la réserve que cette force-là empiétait un peu sur les prérogatives révolues à l'armée congolaise. Donc... Mais l'armée congolaise, il y a des problèmes dans son fonctionnement. Vous avez suivi, pour mémoire, rapport des Nations Unies incriminant un haut responsable de l'armée parce qu'il trafique des armes avec des groupes rebelles. Le général Amissi Tangofor. C'est de cette armée qu'il faut parler. L'armée congolaise, citée encore dernièrement dans un autre rapport des Nations Unies, parce que certains éléments de cette armée violent et pillent. On a même demandé au gouvernement congolais de poursuivre
avec lenteur, mais il y a eu un élan que le gouvernement pour poursuivre les gens qui ont commis ces exactions. Donc, on a besoin d'une aide, et cette aide est la bienvenue. Je pense qu'il ne faut pas la refuser, mais ça doit être circonscrit dans un cadre où toutes les parties, finalement, de notre nation soient concernées. Le gouvernement devrait, à mon avis, consulter, discuter avec les forces... Et donc, vous êtes d'accord pour les concertations nationales? Mais dès le début, le MLC a toujours dit que nous sommes d'accord pour les concertations, mais nous entendons le cahier de charges. C'est ça le problème de ceux qui gouvernent. Ils disent, venez, on va discuter, mais il faut que nous soyons au courant de ce qu'ils veulent bien discuter. Parce que nous, de notre côté, on a notre cahier de charges qui est bien défini. On ne peut pas s'asseoir sans parler... C'est cahier de charges? Et voilà, on ne peut pas s'asseoir sans parler de la paix, de la sécurité, qui veut dire l'insécurité à l'Est, la décentralisation, la mauvaise gouvernance, le quotidien finalement du Congolais. Tout ça sont des choses qui devront se discuter ensemble pour empêcher que demain d'autres Congolais se révoltent, aillent encore prendre des armes pour essayer de revendiquer un peu plus de démocratie. Voilà ce que nous voulons, parce qu'aujourd'hui, la résultante... La peur de l'autre côté, c'est que cela aboutisse peut-être à une réforme institutionnelle. Est-ce que le MLC n'est pas demandeur, par exemple, d'un gouvernement d'union nationale? Non, pas du tout, pas du tout. Du moment que nous avons accepté d'aller en opposition, nous irons à l'opposition jusqu'au bout de cette législature. Voilà le principe démocratique. Soit on est de la majorité ou on est de l'opposition. Essayer de refaire encore un melting pot où tout le monde essaie de se retrouver, c'est contre finalement la volonté de ce peuple. Nous voulons aller discuter avec ceux de la majorité et la société civile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont failli. Le processus électoral a été fortement entaché. Aujourd'hui, ceux qui dirigent notre pays représentent des institutions très faibles. Vous savez bien. Voilà, pour que demain, on puisse ne plus revenir en arrière, nous voulons que cette fois-ci, tout soit balisé. Mais balisé avant d'aller aux futures échéances électorales. J'en profite pour rappeler à l'opinion que les élections provinciales n'ont pas été organisées. Le Sénat souffre déjà d'un problème de légitimité. Justement, ce qui est un peu paradoxal dans le chef de certains hommes politiques, c'est-à-dire que la politique congolaise en général, on fait comme si tout est normal, alors qu'il y a des choses qui sont anormales. Mais il faut le rappeler. Mais vous ne faites pas de ce combat-là justement un combat prioritaire, par exemple les élections provinciales. Si vous suivez tous les leaders de l'opposition, moi y compris, nous rappelons à l'opinion que l'actuel gouvernement est dans l'obligation d'organiser très vite des élections provinciales. Parce qu'il faut renouveler ces assemblées, il faut renouveler le Sénat. Mais ce n'est pas nous qui organisons. Le pouvoir organisateur est détenu par le gouvernement et la CENI. CENI de triste mémoire, parce que vous avez suivi... Maintenant, je pourrais poser encore une question. Mais, je termine, M. Fabien. À l'Assemblée nationale, il a été voté le changement de l'organisation même de cette commission électorale nationale indépendante. Mais nous attendons toujours que ce changement pourrait être ratifié par le chef de l'État. Sans signature du chef de l'État, pour que ça puisse être promulgué, mais voilà, la nouvelle CENI qui devrait être mise en place ne pourra pas commencer. Voilà. Oui, mais en même temps, je me dis, mais il y a un truc d'un peu bizarre là. Donc, même vous, au niveau de l'opposition, c'est comme s'il y a une certaine illégalité que vous cautionnez. Je donne un exemple. Vous avez un candidat en la personne de M. Jean-Lucien Boussa, candidat gouverneur. Admettons qu'il est élu. 2 mois après, il y a élection provinciale. Donc finalement, il n'aura été gouverneur que pendant 2 mois. Non, pas du tout. Oui, mais il y aura une autre élection après. Non, oui, voilà. Mais le vide de pouvoir n'existe pas. C'est-à-dire que ceux qui sont là, les députés provinciaux, c'est eux qui ont force d'élire le gouverneur. Si après... Mais ils sont illégaux. D'abord, non, ils ne sont pas illégitimes. Mais bien sûr. Simplement, leur légitimité s'amoindrit. Parce qu'il faut que le pouvoir organisateur organise des nouvelles élections, permettant à des nouvelles personnalités d'assumer des postes de députés provinciaux.
Voilà, donc en attendant, parce que ceux qui vont passer gouverneur maintenant, c'est vrai, ils n'auront pas le mandat full des gouverneurs si le processus était correctement organisé. Mais nous retenons que on ne peut pas continuer à gouverner une province sans gouverneur. Il y a des élections qui sont organisées, nous y participons. Mais on aurait dû, bon, c'est pas votre faute non plus, mais on se dit peut-être qu'à la limite, on aurait dû donner ce mandat-là à un vice-gouverneur. Je ne sais pas finalement pourquoi existe un vice-gouverneur. Non, d'ailleurs, c'est bien, je suis content que vous releviez le fait. Quand le gouverneur Baïndé est démis de ses fonctions par le chef de l'État, bien évidemment, il y a sa coule de source que c'est le vice-gouverneur qui doit en assurer l'intérim. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays démocratique? Le ministre de l'Intérieur, Mouège Richard, désigne le ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur pour assurer l'intérim du gouverneur alors qu'il y a un vice-gouverneur. Donc, allez, dans un pays où ceux qui gouvernent violent régulièrement la loi, nous nous posons la question sur leur bonne foi pour organiser les choses correctement. Je voulais dire que il faut que l'opinion sache qu'il y a une volonté de l'actuel pouvoir de maintenir le Congo à genoux. Pour que nous sortions de ce carcan, il faut retirer le pouvoir aux mains de la majorité présidentielle actuelle et la donner aux mains de ceux qui sont de l'opposition. C'est vraiment un appel, un pieux appel au peuple congolais. Et pour ça, finalement, je ne sais pas, vous avez une recette pour le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais concertation. La seule recette démocratique, c'est d'aller aux élections. La concertation, tant attendue de tous, n'est qu'un cadre qui permettra de baliser le terrain, discuter sur les vrais sujets qui fâchent les Congolais, parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, comme vous le savez, on parle d'illégitimité, d'illégalité, la paix, l'insécurité à l'Est, les viols, l'emploi, la mégestion finalement de l'appareil de l'État, demande qu'on puisse à un moment donné s'asseoir pour dire « Chers amis, vous êtes dans la mauvaise pente. Demain, mettons en place un cadre qui permettra demain que les Congolais puissent être heureux dans leur propre pays. » Voilà ce que nous demandons au MLC. Voilà, ce qui est dit est dit. Donc, nous sommes avec Dr Jean-Jacques Mbungani, représentant du MLC au Benelux. Alors, finalement, parmi les voies de sortie des crises, il y a la négociation. Et déjà, avec la guerre du M23, le gouvernement continue à négocier avec le M23 pour peut-être un accord, on ne sait pas. Sur Internet circule déjà une proposition d'accord, il semble, qui émanerait du M23. Vous, comment appréciez-vous la situation et que pensez-vous pourrait être la position du gouvernement par rapport au M23, par exemple? Mais tout simplement, M. Fabien, Kampala, pour nous, reste un épiphénomène. Il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement qui va négocier ou rencontrer des ex-alliés. Le M23 reste quand même l'émanation du CNDP. Le CNDP était un allié de la majorité présidentielle, c'est connu de tous. Donc, du moment qu'ils étaient en entente, et puis à un moment donné, ils ne se sont plus entendus. M23 se revendiquant du CNDP. Parce que, pourquoi on parle de M23? C'est les accords du 23 mars. Signés entre le gouvernement et le CNDP. En 2009. Donc, si le M23 se revendique des accords que le CNDP a signés, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le CNDP et le M23. C'est un épiphénomène, ils doivent aller arranger ce qu'ils ont détruit, mais le peuple retiendra, ils ont causé désolation, il y a eu beaucoup de morts entre-temps, et nous ne pouvons plus accepter que cela continue. Pourquoi est-ce que Kabila... De votre point de vue déjà, est-ce que ça paraît un peu logique, par exemple, d'aller négocier avec des gens qui ont été radiés même Mais je voulais en arriver. Pourquoi est-ce que Joseph Kabila n'a pas eu finalement un bloc du peuple congolais, des partis politiques derrière lui? C'est parce qu'on a bien vu que c'était un jeu que on n'a pas bien saisi. Nous préférons que les revendications, certes nobles, de personnalité ou du M23 soient discutées dans un cadre plus global où finalement on parle du pays, du bien du Congo dans toutes ses dimensions. Mais quand vous dites ça, mais en même temps on dirait qu'il y a, c'est beaucoup plus au niveau congolais, d'autres formations politiques
où il y a une certaine réticence de s'asseoir avec les 1,23 qui, il faut le dire, hein, pour certains, énormément d'ailleurs pour la majorité, est truffé des Rwandais dedans. D'ailleurs, dès le départ, on avait dit que ces accords allaient accoucher d'une souris. La preuve, ça traîne. Il n'y a rien de bon qui en sortira de là, monsieur le journaliste. Je pense que nous, en tout cas de l'opposition, la vraie opposition, parce qu'on a vu là-bas à Kampala, des pseudo-opposants allant au nom de l'opposition, mais devenus porte-parole des représentants du gouvernement, à la personne de François Mamba par exemple, ce sont des gens qui nous distraient, qui veulent distraire l'opposition de son vrai combat. Nous, de la vraie opposition, nous voulons un cadre plus élargi, avec un cahier de charges qui répond aux attentes du peuple congolais. Voilà ce que nous demandons. Un cadre de concertation où nous allons nous asseoir avec tout le monde, discuter des vrais problèmes de la République et baliser le terrain pour des propositions pour que demain, tout soit clair, qu'on ne puisse plus revenir dans des problèmes d'illégitimité, illégalité, incursion à l'est de la République. Oui, monsieur Mungani, il y a eu la conférence nationale souveraine, il y a eu Lusaka, il y a eu, je crois même Gaborone, il y a eu Addis Abeba, il y a eu Pretoria, il y a eu Sun City. Est-ce que vous pensez que ces concertations, qui n'ont même pas encore de nom, pourront résoudre le problème congolais là où les autres n'ont pas pu réussir? Mais je vous dirais qu'il y en aura encore des concertations. Du moment qu'il y aura des hommes sur terre, il y aura des attentes et des conflits. Et lorsqu'il y aura des conflits, il faudrait s'asseoir pour les résoudre. Oui, mais vous ne direz pas la même chose de la France, moins encore de l'Afrique du Sud. Mais vous parlez des pays dans lesquels la démocratie s'est instituée comme mode de fonctionnement. Mais chez nous, de quelle démocratie parlons-nous? Avec un Joseph Kabila comme président de la République? Je me pose des questions. Mais je ne sais pas. Mais en même temps, je me dis, mais c'est peut-être l'homme congolais qui est le problème dans ce cas-là. Non, l'homme politique congolais doit prendre ses responsabilités pour essayer de faire avancer le débat. Et pour faire avancer le débat, il faut s'asseoir, présenter des cahiers de charges, débattre et tomber sur ce qu'on appelle un consensus. Voilà comme ça qu'on fait avancer le débat. On ne gagne pas tout, mais on ne perd pas tout. On fait avancer le pays. Nous voulons que le pays soit sur les rails constitutionnels, que les lois de la République soient respectées. On n'est pas dans un pays où le chef d'État se lève et nomme des personnalités au niveau de la magistrature. On n'est pas dans un pays où le chef d'État se lève ou passe outre la propre constitution qu'il a signée et ratissée. Voilà ce que nous ne voulons plus qui se déroule dans notre pays. Et à titre personnel, si concertation il y a, vous seriez participant? Je suis membre du MLC. Si mon pays, si on vous désigne, vous partez. Si mon parti me désigne, je partirai pour discuter dans un cadre légal. Et vous-même, vous ne demandez pas ça? Vous ne sollicitez pas ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, merci monsieur Jean-Jacques Mungani. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez... Non, d'abord je profiterai de l'occasion offerte pour encourager le peuple congolais qu'il puisse garder espoir et espérance. Parce que malgré les difficultés qui se passent dans notre pays, nous allons un jour sortir de ce fossé. Ce fossé qui finalement nous est conduit par ceux qui gouvernent notre pays, qui ont oublié l'objectif des gouvernants, c'est-à-dire d'aider le peuple à évoluer, chercher le bien-être, qui eux ont préféré mettre leur propre bien-être. Voilà ce qui tue notre pays. Nous du MLC, nous de l'opposition, nous demandons au peuple de garder confiance. Mais on pourra aussi vous dire que le MLC a aussi un moment à gérer et que le peuple n'a pas trouvé le bien-être. Non, le MLC a géré, le peuple a trouvé le bien-être. Je veux dire, si, on a été au niveau de l'ECOFIN et les chiffres sont là, vous verrez, le MLC n'a rien à se reprocher à ce sujet. Nous savons plutôt qu'aujourd'hui, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, tout seul avec sa majorité, les choses vont de mal en pire. J'en profite pour dire, est-ce que les gens savent que le fonctionnaire touche que $60, que le policier a moins de $60? D'autre part, au niveau du Parlement, ou même siège de membres de l'opposition, les députés ont $6 200, plus $3 000 qu'on leur donne par mois, qu'on appelle les invisibles, ils arrivent à $9 200. Les présidents de conseil d'administration sont au-delà de $11 000, $12 000. Est-ce que c'est un pays normal?
C'est la question certainement que le peuple congolais ou ceux qui vous suivent en ce moment ici pourront en tout cas se donner le loisir de pouvoir répondre. Merci Monsieur Mbungani, on se retrouve certainement dans d'autres circonstances. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En tout cas, portez-vous très très bien et les paroles qui ont été dites n'engagent que les auteurs et ce qui est dit est dit. Merci. Merci.